Toi, Jules, là, est-ce que tu penses que le monde va bientôt exploser? Ou imploser, c'est cela? Bonjour, désolé, j'étais en pleine conversation avec Jules César. Ceci n'est pas la question d'aujourd'hui. Allez, Jules, va te reposer. Écoute-nous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de lecture encore, mes amis. J'ai 3 lectures à vous parler, dont 2 Christy de gros coups de cœur et un truc quand même très bien. Au menu, cette semaine, je vous parle de André Marois, Touche pas à mon cadavre, qui était, ça, je m'excuse, André Marois est en train de devenir un de mes auteurs préférés de tous les temps au Québec. Ensuite, un autre coup de cœur, Le rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir qui est reconnu, mais moi je l'avais jamais lu. Sur Marc Aurèle, un homme, Jules ne doit pas écouter, un empereur romain que j'aimerais beaucoup rencontrer avant Jules César. Jules César, je veux pas tant le rencontrer, mais Marc Aurèle, c'est un homme quand même assez intéressant. Et dernier livre au menu cette semaine, La conspiration de Thomas Negarov. Livre qui résonne quand même pas mal aujourd'hui dans le monde actuel. Donc c'est parti! Encore un bilan lecture. Poupou, poupou, on commence. Ok, on se reprend. Premier livre dont je vais vous parler, c'est Touche pas à mon cadavre d'André Marois. Moi, j'avais lu La Sainte Paix, ok? Puis c'était un ultime coup de cœur. Et André Marois frappe encore un coup de cœur. C'est un auteur de romans policiers. En fait, lui, là, c'est un Français qui est arrivé au Québec, je pense en 1992. Puis c'est un Français qui comprend vraiment bien l'esprit québécois. Donc, c'est publié en 2026, puis c'est une genre de suite de La Sainte Paix, mais on n'est pas obligé d'avoir lu La Sainte Paix pour comprendre l'histoire en tant que telle. Et je vous annonce, pour ceux qui l'ont lu, c'est le retour de Jacqueline. Jacqueline, un des personnages les plus merveilleux de la littérature québécoise. Et en passant, avec La Sainte Paix, il avait gagné prix du meilleur roman policier en français au Canada. Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Je ne le sais pas, mais en tout cas, il avait gagné un prix quand même assez prestigieux. C'est quoi ce roman-là? Ok, là, on est toujours au Québec. Là, c'est où l'endroit? Hey, je suis pas bonne. C'est proche de Saint-Gabriel de Brandon, où est-ce que la Mastigouche. La Mastigouche, c'est une rivière du Québec. Hey, ça m'énerve de pas savoir ils sont où. Oh là, ça me rend pas heureuse, ça là. C'est pas grave. Roger, c'est un homme qui est entrepreneur en bâtiment. Donc lui, il construit puis il travaille un peu comme à son compte. Puis il a été pris en flagrant délit d'état d'ébriété sur la route. Puis là, il a son permis, mais il faut qu'il souffle dans la petite ballonne pour pouvoir démarrer. Vous comprenez le truc, là? Et un soir d'une tempête où il pleut, il va frapper un cycliste comme ça. Pow! Sur la route. Et là, dans la panique, il va ramasser le cadavre, puis il va le mettre dans un coffre. Il dit, je vais me débarrasser du corps parce que je peux pas perdre mon permis de conduire. Tu sais, dans la grosse panique, là. Et l'affaire, c'est qu'il va le mettre dans un coffre, tu sais, un bon vieux coffre de plastique qu'on achète chez Rona ou ailleurs, là. Puis il va le mettre sur son terrain, puis il dit, demain matin, je vais gérer ça. Il était pas en état d'ébriété, mais il veut pas perdre son permis. Mais la rivière monte, la crue amène le coffre, puis ben, il a perdu son cadavre. Fait que lui, il est un petit peu dans la merde parce qu'il dit merde, il y a personne qui a rien vu, mais il y a sûrement des empreintes digitales, des trucs comme ça. Et là intervient Jacqueline, personnage merveilleux. Jacqueline, en passant, me fait penser beaucoup à la Louise de Christine Brouillet. Le genre de femme qui veut la calisse de paix dans la vie. Elle va faire un deal avec Roger. Et là, va s'en suivre une suite d'aventures savoureuses, mes petits amis. Jacqueline, en passant, c'est un personnage de la Sainte-Paix. Elle habite dans une maison, puis l'autre bar, il y a un chalet, puis ses voisins sont vraiment, ben, selon elle, là, ses voisins sont vraiment, vraiment gossants, puis elle, pour se débarrasser, c'est pas juste comme s'en débarrasser, elle est capable d'aller vraiment très loin. Je vous laisse la découvrir dans le roman La Sainte-Paix. J'aime cet auteur-là, j'aime son style, j'aime son imagination, j'aime son humour noir. J'ai été voir sur les critiques, il y a quelqu'un qui met une étoile, il a dit pas très original. Je suis comme, pardon monsieur, pardon. Mais c'était le seul qui a mis une étoile. Je fais, excusez-moi monsieur, c'était excellent ce roman-là. Puis je l'ai lu même genre juste pour le personnage de Jacqueline. Jacqueline est formidable, c'est une vieille bonne femme, mal commode, là, t'as goût de dire Chris, Jacqueline, calme-toi, pogne-toi sur cette terre. Mais il est tellement drôle le personnage, il est tellement bien construit, je suis abasourdi envers ce personnage-là. Là, je vous glorifie, vous allez lire, vous allez être pas si génial que ça, mais non, 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 elle est vraiment, vraiment cool, Jacqueline. Moi, j'aime ça des vieilles bonnes femmes pas commodes. Je compte devenir une vieille bonne femme pas commode. J'ai encore du temps devant moi, mais crée-moi que je vais être la bonne femme qui chiale à l'épicerie, qui chiale dans l'autobus, qui chiale contre le gouvernement, qui chiale contre tout. Jacqueline, c'est mon idéal de vieillesse. Peut-être une petite coche plus bas, parce qu'elle va quand même un peu plus loin, mais moi, être une vieille bonne femme qui chiale. Puis dans le roman, même juste comme la rivière, la température, la tempête, c'est un personnage en soi-même. Je trouve que c'est super bien réussi. C'est court, là, ça se lit en une soirée ou deux. C'est quoi, regarde? 200 pages, ça se lit super bien, super facilement, mais
On a le sourire aux lèvres, on rit pendant la lecture. Moi, là, ça, c'est un roman, un auteur que je vous recommande fortement. Touche pas à mon cadavre de André Marois, publié en 2026. Et si vous voulez La Sainte Paix, oh, là, il y a Pauline qui vient de grimper. Elle monte en haut, hein? Elle monte en haut de la bibliothèque. C'est rendu des folles. J'ai deux folles ici. Pauline et Simone, deux crises de... Elle vient de monter en haut. Pauline! C'est pas grave. Je vous montrais une photo comment elle monte en haut, puis les deux sœurs se battent en haut, là. J'ai dit, non, mais c'est un cirque ici, on vit dans un cirque, ça n'a pas d'allure. Je vous le recommande, Touche pas à mon cadavre et La Sainte Paix. Allez lire ça chez Eliottrope Noir, c'est tellement, tellement, tellement bon. Deuxième livre dont je vais vous parler, qui est aussi un maudit gros coup de cœur, c'est Le rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir. Là, c'est pas de la fiction, c'est... Comment décrire cette chose? C'est genre... la biographie slash analyse de la philosophie. À vous de le découvrir. Et je l'ai trouvé par hasard. Frédéric Lenoir, j'ai jamais lu ce mâle, ce monsieur, cet homme. Et je marchais à la bibliothèque, puis j'ai été attirée par le titre, parce que moi, Marc Aurèle, d'abord, Marc Aurèle, c'est un empereur romain qui a régné de, je l'ai noté, attendez, 161 à 180 après Jésus-Christ pendant 19 ans, qui est un empereur romain quand même assez connu, qui m'intéresse beaucoup. Donc quand j'ai vu, j'ai craché en disant beaucoup, je suis désolée. Quand j'ai vu le nom de Marc Aurèle, j'ai tout de suite sauté dessus, j'ai lu le quatrième de couverture, j'ai dit je vais lire ça, c'est sûr que ça va être bon. Donc, comment vous le résumer? C'est en deux parties, ok? Ok, là, Marc Aurèle, c'est lui ici. C'est monsieur ici. C'est un empereur romain, comme j'ai dit, qui a régné de 161 à 180, et on le surnomme l'empereur philosophe, parce que c'est un homme qui, très jeune, est tombé dans les idées du stoïcisme. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est, puis je ne suis pas une experte, je le répète, et qui a voulu régner avec philosophie, avec bienveillance, et pour ceux qui ça leur dit rien, c'est le père de Commode. Commode, dans le film Gladiateur avec Russell Crowe quand il était jeune et moins gros, là, je ne vais pas faire de la grossophobie, là, mais il a plus la taille de Maximus, on va se le dire. Son fils, c'est Commode, qui a été un empereur qui a fait un désastre. Mais en même temps, je me dis, quand t'es le fils d'un père si connu, c'est lourd à porter. Il était peut-être un esti de crackpot aussi qu'il fallait enfermer. Il y avait beaucoup d'empereurs romains qu'il aurait fallu peut-être enfermer. Mais si ça vous dit quelque chose, c'est le père de Commode. Et le livre est divisé en deux. Donc la première partie, c'est comme une biographie rapide de Marc Aurèle pour mieux le comprendre. Et la deuxième partie, c'est pour mieux comprendre quel était le stoïcisme et comment ça a été, il a essayé de l'appliquer dans sa vie. Et en passant, il se base beaucoup sur, vous l'avez peut-être vu passer, moi je l'ai acheté mais je ne l'ai pas lu encore, Pensée pour, là il est marqué Pensée, mais des fois c'est connu sur Pensée pour moi-même de Marc Aurèle. Et ça en passant, à sa mort, dans un lit de camp, parce qu'il était beaucoup à l'extérieur de Rome pour combattre les barbares. On l'a trouvé sous son oreiller, sous son lit, je sais pas. C'était pas voulu pour être publié, hein. Marc Aurèle, je suis pas sûre qu'il serait d'accord qu'on lise ses petites pensées. Mais il n'y a rien de personnel, là. Ben, personnel, oui, c'est très personnel, là, mais il n'y a rien de scandaleux. C'est une série de maximes, de phrases, de manières de penser que lui-même s'est écrit. Il y en a des plus longues, il y en a qui sont juste une phrase. C'est 12 livres, je pense, 12 pamphlets, du moins, et où il s'écrit des maximes, des façons pour se remonter le moral, pour essayer de réfléchir à comment il pourrait mieux régner, mieux jouer son rôle d'empereur. Et ça, c'est quelque chose qu'on lit peut-être pas d'une traite, mais tranquillement pas vite, on en lit quelques-unes. Lui, il était très ancré dans le stoïcisme. Marc Aurèle, d'abord, c'est qui? Je vous en ai parlé un peu. C'est un empereur romain. Marc Aurèle n'était pas... Bon, il est né dans une grande famille romaine, on va pas se le cacher, là, il est pas né genre à Hochelaga Maisonneuve, puis il allait pas travailler au McDo, là, il était quand même dans une grande famille, il y avait des contacts, mais il n'était pas né pour être empereur romain. Il faut comprendre qu'à Rome, c'est pas nécessairement le fils d'eux qui devient empereur, on pouvait nommer quelqu'un d'autre pour nous succéder. D'ailleurs, aussi dans la royauté française et autres, au début, c'était pas nécessairement le fils d'eux, c'était avec le temps. On pouvait nommer un général, un successeur. Mais c'est sûr que quand tu as fait des grandes choses, tu aimerais ça que ton fils continue, c'est la nature humaine, bien évidemment. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Mais il a succédé à Antonin, puis Antonin l'avait nommé pour être son successeur, lui et son frère adoptif. À un moment donné, son frère adoptif qui était tout un numéro, madame, monsieur et tous les autres. Il va co-régner avec, mais à un moment donné, son frère va décéder, il va devenir empereur totalement. Donc Marc Aurèle a régné de 161 à 190, il a régné pendant 19 ans, il est mort à 59 ans. Et lui, très jeune, donc à l'adolescence, il tombe sur la philosophie des stoïciens.
Et il y a un buzz intersidéral, il veut vivre selon cette doctrine-là. Et quand il va devenir empereur, il va essayer de régner sous cette doctrine-là. Il a toujours été comme déchiré entre le rôle d'empereur qu'on lui donnait et le côté philosophique qu'il voulait vivre aussi en même temps. C'est un homme très intéressant, mais très complexe en même temps. Donc le stoïcisme, là je m'excuse, je ne suis pas une professionnelle de la philosophie, ok? Là j'ai mes petites notes ici. Ça a été inventé au 3e siècle avant Jésus-Christ par Monsieur Zénon de Citium. Est-ce que j'ai une photo? Je ne sais pas si j'ai une photo, je vais la mettre. C'est pas une photo. À l'époque, la photo n'existait pas, je le sais. C'est une photo d'une statue ou d'une représentation. Il n'y en a peut-être pas parce qu'il n'est peut-être pas connu, je ne sais pas. Surprise, je le verrai avec vous au montage. Le stoïcisme, là, c'est une façon... Là, Simone, vas-tu... Lâche ça, tu vas faire bouger la caméra, mon bébé. Va dormir. C'est une façon de voir le monde où on imagine le monde comme étant un grand tout. Il y aurait comme un dieu créateur, mais il ne faut pas le voir comme un dieu du monothéisme, comme le christianisme, le judaïsme et l'islam, ok? C'est semblable, mais c'est différent. Ça serait un dieu général qui aurait créé un tout et qui organiserait le tout et que tous les humains seraient égaux et interdépendants. Et c'est une façon de voir où comment j'ai écrit ça? Tout ce qui arrive est nécessaire. Ce Dieu-là l'a créé parce que c'était nécessaire, parce qu'il le fallait. Donc, dans cette doctrine-là, le bien et le mal, c'est pas quelque chose qui existe en dehors de la morale. C'est toi qui vas faire le bien ou le mal. Mais les événements ne sont pas bien ou mal, ils sont ce qu'ils sont. Et le malheur, existe parce que c'est toi qui vois les choses comme étant quelque chose de mal. Dans le sens où le malheur, tu le crées toi-même dans la façon que tu vois les événements, dans l'opinion que tu te fais de ces événements-là. Et c'est une doctrine qui est beaucoup dans l'instant présent. Donc, on essaie d'avoir la paix de l'âme, d'être bienveillant, de tout ce qu'on va faire, c'est pour faire le bien autour de nous. Tout ce qu'on va faire, c'est pour servir ce grand univers-là. C'est une doctrine aussi qui est comme un peu... Elle a été critiquée pour être statique dans le sens où ça remet pas en question grand-chose. C'est plus compliqué que ça, là, de ce que je vais dire. Il y en a qui disent « Ah, c'est statique, c'est comme si t'es une esclave, tu vas rester esclave, puis accepte-le. » Oui et non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus comme vis avec ce que la vie t'a donné, puis fais-en ce que tu peux de mieux. T'sais, en gros, c'est accepte le cours des choses, maîtrise-toi, sois bienveillant, essaie d'aller trouver la paix de l'âme. Marc Aurèle va essayer de vivre selon cette doctrine-là, puis il est très, très by the book, hein, Marc Aurèle. Moi, je pense qu'il aurait été un peu lourd, monsieur Marc Aurèle, mais bien sympathique, mais un peu lourd. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il essaie... la première partie, c'est une biographie. L'autre partie, c'est on essaie de comprendre à travers Penser pour moi-même ou Penser de Marc Aurèle, comment il a essayé de l'appliquer, comment ça n'a pas été toujours parfait. Ce livre-là, il est clair, il est super accessible, il est super intéressant. On a une belle analyse que j'ai appréciée, c'est que Marc Aurèle n'est pas un homme parfait. Et il le dit. Puis ça, selon moi, ça fait de lui un homme humain aussi en même temps. Là. Les gens trop parfaits, méfiez-vous de ce monde-là. Il y a quelque chose qui cloche. T'sais, le stoïcisme, c'est l'idée à la base, donc une des critiques qui amène dans le livre, c'est que tout le monde est égaux, tout le monde fait partie d'un tout. Mais Marc Aurèle a quand même régné d'une façon très conservatrice. Le monde antique est un monde très injuste. Les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, les esclaves. Pardon, je m'étouffe. Les barbares ont un statut différent. Et on se dit, mais comment Marc Aurèle, qui a grandi dans cette mentalité-là, n'a pas fait plus pour développer son monde, plus pour amener de l'égalité? Mais en même temps, il y a même l'idée que Marc Aurèle était un homme de son temps, dans des valeurs romaines, qui était très... Tu sais, dans cette doctrine-là aussi, il acceptait son sort d'empereur romain, mais il acceptait aussi de vouloir faire avec le stoïcisme de la bienveillance et tout. Mais c'est pas un homme parfait, c'est un homme de son époque. Tu sais, je trouve qu'il a réussi à bien amener l'idée que c'était un homme qui était tiraillé entre ses devoirs d'empereur, mais en même temps, sa doctrine philosophique de faire le bien, le mal. Et comme j'ai dit, ça démontre à quel point c'était un humain, c'était pas un homme parfait. En même temps, ma pensée personnelle, c'est, on a beau avoir une philosophie, mais est-ce qu'un seul homme peut tout changer le monde en un règne? Je pense que non. Je pense que c'est un homme qui a voulu régner avec bienveillance et gentillesse, mais en même temps qui était victime de toute... Ben, victime, on s'entend, là. Mais face à une époque qui était la sienne. Et il amène des points intéressants, puis ça, en tant qu'histoire, c'est tellement intéressant, tellement important. Bon, là, Pauline, Simone joue avec un spring, elle a bien du fun.
il faut pas penser les gens du passé comme nous on pense aujourd'hui, puis ça c'est extrêmement important quand on fait de l'histoire. Tu sais, il amène le point que, ok, mais Marc Aurèle, selon le stoïcisme, il y aurait un dieu créateur qui aurait tout organisé ça, mais comment ça se fait qu'il priait tous les dieux, puis tu sais, il priait sérieusement? Ben, il répond à ça en disant, ben, il faut faire une différence entre le monothéisme, qui est l'idée d'un seul dieu, qui a tout créé, puis c'est le seul dieu, et l'époque de Marc Aurèle où, pour lui, un dieu peut se représenter d'une multiple façon. Il peut se représenter comme dans tel dieu, telle affaire. Donc c'est intéressant. Donc il souligne qu'il ne faut pas penser comme nous aujourd'hui, il ne faut pas penser d'une autre façon. Et en passant, Marc Aurèle n'a pas été super gentil avec les chrétiens, il les trouvait bien plates. Mais en même temps, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les chrétiens, c'était des genres de gens qui acceptaient leur sort, de toute façon la vie est après la mort. Mais le stoïcisme peut accepter son sort, mais il ne comprenait pas l'idée que tu laisses écrasé comme ça, mais en même temps, ça s'oppose à son idée. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça l'amène plein de réflexions. Je vous laisse le découvrir. Il y a un autre livre que je vais lire de lui, c'est Comment Jésus est devenu Dieu, puis ce qui est vraiment intéressant, comme comment on a créé Jésus, comment on a amené la religion catholique, chrétienne, vers Jésus, un Dieu et tout ça. Je vais le découvrir prochainement. Pour sûr, Marc Aurèle, c'est un homme que j'aurais aimé rencontrer. Il a l'air hyper complexe, hyper intéressant. J'aurais le goût de le prendre, j'aurais le goût de le prendre dans mes bras et dire Marc Aurèle, ça va aller. On est ensemble là-dedans. Il a dû souffrir énormément, là, tu sais. Il marque dans ses affaires qu'il est découragé de l'âme humaine, mais sa doctrine lui dit d'être bienveillant et aimant. Mais en même temps, tu te réveilles, tu te dis, liste de cette gang d'épée. Après ça, tu dis, non, faut que je les aime, c'est mes frères et mes sœurs, non, non, non. Un homme hyper intéressant, mais un homme de son époque. Peut-être qu'il m'aurait dit, ta gueule, femme, me pas une sandwich. J'aurais dit, excuse-moi, non, ça marche pas comme ça. Puis il m'aurait sûrement enfermé. Je sais n'importe quoi, je ne sais pas, je le connais pas. Non, il aurait sûrement été bienveillant. Mais je sais pas. De toute façon, je rêve à quelque chose qui arrivera, je sais pas. Fait que, allez lire ça, Le rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir, super accessible, super intéressant. Publié en, j'ai pris des notes, 2024, fait que ça fait pas si longtemps. Ça, c'est la couverture du Québec. Si vous êtes en France, il y a une autre couverture que j'ai mis en photo avec, que je trouve plus jolie, plus attirante que celle du Québec, mais celle-là est quand même jolie. Elle a su attirer mon attention. Un coup de cœur, allez lire ça. Dernier livre dont je vais vous parler, que j'ai bien aimé, qui n'est pas nécessairement un coup de cœur, mais c'est un bon, ça fait quand j'ai dit coup de cœur, que j'ai trouvé quand même assez intéressant, c'est La conspiration de Thomas Snegaroff, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui vient de sortir en 2025, qui est un roman historique quand même bien intéressant, mes petits amis. Avant de vous faire un résumé, il faut que je vous mette en contexte sur quoi l'auteur se base pour amener ce roman-là. Donc, on est en 1930, le roman se déroule en 1930, et là, on comprend que Hitler a été élu en 1933, si je ne me trompe pas. Et c'est pas la guerre encore, là. Hitler n'est pas le Hitler d'après-guerre qui est vu comme un monstre et tout ça. Mussolini est au pouvoir en Italie, Hitler est au pouvoir en Allemagne. Là, les États-Unis sont en pleine crise économique. 1929, il y a eu le crash boursier, puis ça brasse partout. Il y a des mouvements pour le communisme, il y a des mouvements pro-fascistes, ça chicane, ça s'engueule. Est-ce que la démocratie américaine va tenir? En 1933, ça c'est un fait, le général, attention, Smedley Butler, qui est monsieur ici, qui est un général à la retraite, il va se présenter, là je pense au Congrès, en tout cas, il va témoigner, puis il va dire qu'il y a un potentiel complot contre l'Amérique. Il dit, j'ai pas de preuves, mais on m'a approché pour prendre la tête d'une armée de 500 000 hommes et d'aller déloger Roosevelt, qui est à la tête des États-Unis à ce moment-là. Là, quand je dis aller à la tête, ça peut être comme jusqu'à assassiner puis faire des États-Unis un État fasciste. Faut comprendre qu'à l'époque, les anciens combattants de la Première Guerre mondiale sont aussi en colère parce qu'ils ne se trouvent pas reconnus à leur juste valeur de tout ce qu'ils ont donné à la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un gros bordel. Et Butler, il va dire que les gens qui vont approcher, ce sont des hauts placés de Wall Street. Mais il n'y a pas de preuve, il ne peut pas le dire, il fait juste témoigner. Parce qu'il faut dire que Roosevelt est un président beaucoup plus à gauche, qui va faire le New Deal. Là, ce qu'on peut expliquer, là, mais c'est comme une reprise économique après la crise de 1929. Et ça ne plaît pas aux riches hommes d'affaires qui, eux, veulent faire encore plus d'argent. La gauche, là, aider le petit peuple, ça n'a jamais aidé les hommes qui veulent faire encore plus d'argent. Est-ce que c'est nouveau? Non. Mais la commission qui va l'écouter vont pas aller plus loin. Ils vont pas poursuivre les potentiels danger, parce qu'il n'y a pas assez de preuves, il n'y a pas assez rien. Fait que lui, il a dit ça, mais c'est un complot, ça c'est vrai, là. Ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été dit.
Mais en même temps, serait-ce nouveau que des hommes riches peuvent faire des choses et s'en sortir après? Il faut souligner que ces gens riches-là possédaient beaucoup de journaux à l'époque, donc ils pouvaient quand même arranger l'affaire comme ils veulent. Puis Butler a été vu comme, ok, est-ce que c'est un gars qui veut s'attirer l'attention? Est-ce qu'il avait vraiment raison? Est-ce qu'on le fait taire? Est-ce qu'on a réussi à taire des noms? C'était des très 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 hauts placés de Wall Street, là. C'était des messieurs avec pas mal de cash. Donc le roman, c'est basé sur cette idée-là, qu'il y aurait eu un potentiel complot. Puis lui, dans le roman, il va aller dans la tête de ces hommes de Wall Street. Comment Wall Street, comment il aurait pu créer ce complot-là, comment il aurait pu ficeler toutes ces affaires-là. C'est un roman hyper intéressant, très documenté. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment, c'était quand même un bon roman. Il y a certaines faiblesses où j'ai trouvé des fois ces personnages un peu manichéens. Tu sais, les hommes de Wall Street, là, je dis pas que c'est des enfants de cœur, loin de là, mais il était décrit un peu comme Monsieur Burns, là, genre excellent, tu sais, des trucs comme ça, genre des hommes pas de cœur qui veulent juste s'en mettre plein les poches. Il y en avait sûrement, mais j'aurais aimé ça un peu plus de nuances face à ces hommes-là. Puis le livre est en 3 parties. La deuxième partie, c'est comme un gars qui va faire le tour de l'Europe. Il rencontre Hitler, Mussolini, mais c'est comme un gars pas rapport parce que c'est lui qu'on engage pour aller convaincre Butler. Je trouvais que, je sais pas si c'était utile, puis ça faisait peut-être juste une façon de montrer comment ça se passait en Europe actuellement. C'était intéressant, mais c'était une partie un peu plus longue, selon moi. Mais ce qui est super bon et intéressant avec ce livre-là, c'est que ça résonne énormément avec aujourd'hui. On commence à vivre les années 30 et on le sent, là, les tensions montent. Puis on se pose la question à l'époque, si c'était pas Roosevelt qui avait été président, je dis pas que Roosevelt a sauvé les États-Unis, là, mais si le président des États-Unis avait eu des tendances un peu plus à droite, dans les années 30, les États-Unis n'étaient pas en chicane avec Hitler, là, puis Mussolini. Ils ne voyaient pas comme des monstres. C'était des gens qui remontaient l'économie européenne. Après la guerre, l'Allemagne a été humiliée, puis Hitler il est en train de remonter ça, de remonter le moral aux anciennes troupes et tout ça. Puis il n'était pas en conflit avec lui nécessairement. Il n'était pas vu comme le diable qu'on va voir après la guerre. Donc si le président avait eu des tendance un peu plus à droite. Est-ce que les États-Unis auraient pu tomber un peu plus dans la droite, dans une genre de dictature? L'auteur semble présenter comme les États-Unis comme une démocratie très forte, mais tu sais, aujourd'hui, on est en train de se poser des questions-là, ces mêmes questions-là. Là, on peut-tu tomber un peu plus à droite, éventuellement, perdre des libertés? Ça démontre aussi comment il y avait énormément d'antisémitisme, pas juste en Allemagne, en Europe, aux États-Unis. L'antisémitisme était énorme à cette époque-là. On peut bien blâmer ce que l'Allemagne, jusqu'où Hitler a été, mais l'antisémitisme était quelque chose de tous les jours en France, en Angleterre, aux États-Unis, sûrement au Canada, partout, là. C'était pas une affaire juste allemande. Et ce que j'ai trouvé super intéressant sur ce roman-là, c'est ça nous montre, comme j'ai dit un peu plus tôt, comment, après la guerre, l'image d'Hitler, c'est le monstre, le diabolique Hitler, cet envoyé du démon, mais qu'avant la guerre, il n'était pas vu si démoniaque que ça, là. Il y avait un contact possible. Et ça nous amène à l'idée que, mais est-ce qu'un jour les États-Unis peuvent tomber dans une dictature? Je sais pas. Tout est possible. Il faut pas penser. Il faut arrêter de penser que ça arrive juste aux autres, comme on dit. Ça arrive à nous autres aussi. Donc, un bon roman, La conspiration de Thomas Negaroff. Dedans, il y a le personnage de Pudzi. Et il a écrit un roman sur Pudzi, qui est un homme que je veux lire d'ailleurs, qui a l'air super intéressant, qui était un ami d'Hitler, qui a l'air d'être tout un personnage. Il a écrit un roman sur ce personnage-là que je vais lire éventuellement. Donc, voilà. Écoutez, mes amis, ceci conclut ma vidéo de cette semaine. 3 très très bons romans. 2, non pas lui, hey, Marc Aurèle. Oh, dans Marc aussi ici, il arrêtait pas de l'appeler Marc, juste Marc. Ça me rendait un peu mal à l'aise, je ne pas si intime que ça, Marc et moi. Tu sais, comme il disait, Marc voulait aller, vous pensez ça, Marc, on n'a pas élevé les cochons ensemble, c'est un empereur romain, c'est Marc Aurèle. Marc, ça fait un petit peu trop intime, ça fait on a mangé des pogos ensemble sur le bord du fleuve. 3 bonnes lectures. Je vous recommande lui fortement. Celui-là énormément aussi. Puis celui-là, quand même une bonne lecture. On se voit la semaine prochaine, mes petits poussins. On va parler de d'autres livres. Fait que moi et Jules César, ici bien dire on vous dit au revoir et à la semaine prochaine.